Hello à tous, je suis très excité de vous partager cette fonctionnalité ChatGPT Search. On va voir dans cette vidéo en à peu près moins de 10 minutes tout ce que permet la fonctionnalité, qu'est-ce que ça change réellement. Parce que OpenAI en fait nous avait déjà partagé le prototype de cette fonctionnalité le 25 juillet. Là l'idée dans cette vidéo c'est de revenir maintenant sur cette fonctionnalité, qu'est-ce que l'on peut faire exactement. Comme vous le voyez ici, déjà c'est une recherche IA qui permet d'avoir directement les sources en fait dans l'interface ChatGPT. Et c'est ultra rapide, très puissant. On va voir en fait qu'est-ce que ça change. Et ce qui est bluffant, vous allez voir, c'est qu'on n'aura plus besoin des moteurs de recherche. L'expérience de recherche d'informations va être totalement transformée. On va l'aborder. Je vais m'appuyer sur ce document Notion où j'ai mis quelques notes. Et dans cette vidéo, on va voir d'abord la démo, les fonctionnalités de l'interface, des conseils d'utilisation, comment ça marche, la différence avec l'ancienne recherche web qui était disponible sur ChatGPT, l'extension SearchGPT, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et aussi, bien sûr, qu'est-ce qui change, notre changement d'habitude par rapport à nos méthodes de recherche, par rapport à Google notamment. Et on va voir un petit peu comment Google, Perplexity réagissent sur cette nouvelle fonctionnalité. En fait, c'est une nouvelle façon de chercher l'information parce que ici, quand je vais activer rechercher sur le web, je vais taper une question, comment fonctionne ChatGPT, et je vais directement avoir un résumé. Si je le fais sur Google, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais me taper l'ensemble des liens qui sont ici pour trouver des informations. Et ça va être assez long, alors que ici, je vais directement avoir le résumé de l'information hyper rapidement. Là, on le voit vraiment en quelques secondes. J'ai l'ensemble des infos. On a ici les sources qui sont indiquées. Il y a une source en citation qu'on voit ici, et il y a tous les résultats de recherche. Donc là, on voit qu'il s'appuie sur une dizaine de sites que j'ai pas besoin de parcourir pour avoir les différentes informations. Alors, on va le voir, ça fait gagner un temps précieux, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin dans l'utilisation, et c'est ça qui va être intéressant. L'expérience de l'interface de ChatGPT est hyper intéressante. Pour vous donner un exemple, par exemple, je vais lancer un nouveau chat, je vais volontairement cliquer sur recherche web, comme ça va forcer en fait le modèle à utiliser cette fonctionnalité. Je vais taper où acheter une bonne pizza dans le 11e arrondissement de Paris. Et ce qui est bien, c'est qu'il va faire la recherche. On va voir les sources et on a un affichage sous format carte qui va apparaître, assez agréable. Et en fait, ça reste une première version. Donc là, on est dans le 11e arrondissement, on est en format liste ou en format map. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que je vois l'intégralité ici des meilleures pizzas dans cet arrondissement, ouvert actuellement, avec toutes les infos. Je peux cliquer dessus. Voilà. Et en fait, j'ai le résumé en format liste disponible ici, et j'ai les sources encore, toujours disponibles. Et donc là, ce qui est bien, c'est que il s'est aussi basé sur le top des articles qui parlent du top des meilleures pizzas dans le 11e arrondissement. Donc on voit, il y a quand même beaucoup de sources. Là, on est à plus d'une dizaine sûrement de sources. Ça, c'est un type d'affichage. Un autre type d'affichage, ce qui est intéressant, c'est la multimodalité. C'est-à-dire que ici, si je tape un nom, une personnalité célèbre, Eddie Mitchell, ce qui est bien, c'est que je vais avoir les informations résumées d'Eddie Mitchell. Je vais avoir les photos d'Eddie Mitchell que je peux parcourir. Là, je vois, il y a une dizaine de photos. Je suis encore sur ChatGPT et je vois une série de photos. Bref, on a ensuite les différents blocs qui sont affichés avec les sources des différents articles où ils ont récupéré l'information. Donc là, on voit Wikipédia, Radio France, Star Mag, etc. Les sources sont encore disponibles. Et il y a même une source YouTube qui peut apparaître en citation, donc en informations qui sont déjà citées ici. Donc ici, pour découvrir sa chaîne YouTube officielle pour une sélection de clips et les résultats de recherche. Donc il y a une distinction qui est faite entre ce qui est récupéré et ce qui est affiché sur la partie citation. Autre point intéressant sur la SearchGPT, c'est en fait la partie autocomplete qu'on peut retrouver en fait sur Google, qui est en souvenir d'enfance, et donc quel est le résultat. Donc là par exemple, je vais avoir en fait pas mal de suggestions. Bon, c'est une expérience assez similaire à Google, donc ça c'était un petit point à partager. Et aussi ce qui est très intéressant, c'est les fonctionnalités natives. Donc ici par exemple, qui est le cours de la bourse de Tesla, les fonctionnalités natives de ChatGPT, de Google pardon, peuvent être retrouvées ici. Donc là par exemple, on a en intégralité les graphiques du cours de la bourse avec les pourcentages. Et en fait, quand on fait cette recherche sur Google, en fait, on a à peu près on a même les mêmes informations. On va voir d'ailleurs 10h20, 252 $. Ici, est-ce qu'on est vraiment en real time? 10h, on n'a pas la précision 10h20. Si j'ai demandé juste le cours de la bourse, et en réalité, je pourrais lui demander plus d'informations également. En fait, c'est ça qui est puissant, c'est que j'ai en plus le résumé. Par exemple, je vais encore activer, je vais mettre quelle est la météo.
Et en fait, on va aussi aborder un point assez intéressant, c'est que ici, de base, il a identifié que j'étais à Paris. On va le voir un petit peu après. En fait, il a des informations sur moi qu'il partage dans les moteurs de recherche. On va pouvoir voir aussi pourquoi c'est un petit point qui est un petit peu délicat, que peut-être OpenAI va changer. Mais cette personnalisation, et en fait, je retrouve un tableau assez similaire à ce que je peux retrouver sur Google. Je peux même changer en Fahrenheit et degrés. Je peux même préciser notre ville, qui est la météo, par exemple, à Toulouse. Et on va voir que il va également respecter cet affichage, mais il va mettre aussi la source ici, Météo France, qui apparaît avec un petit logo. Je pense qu'il y a peut-être un partenariat avec certains sites de météo pour pouvoir afficher. On va le voir après, le côté partenariat avec des entreprises pour pouvoir afficher, partager ces informations, il est super important. Là, on voit, il y a quand même, juste pour une recherche météo, il y a quand même une dizaine de recherches. C'est assez impressionnant. On va prendre un autre exemple et je vous conseille vraiment à chaque fois d'activer la fonctionnalité recherche web parce que, en fait, faut pas oublier que si vous l'activez pas, c'est le modèle qui va décider d'utiliser la fonctionnalité de recherche ou une autre fonctionnalité ou juste de répondre directement. Donc, par exemple, si je lui dis qui est je sais pas, Cristiano Ronaldo, je vais pas avoir une recherche, la recherche web qui va être activée, c'est plutôt le modèle qui va répondre. Je peux vous montrer en démo. Cristiano Ronaldo. Voilà, donc là, on n'a pas la recherche web. Directement, il va s'appuyer sur les informations qu'il a récupérées et qu'il a en base pour générer la réponse. Donc, moi, je vous conseille vraiment de régulièrement activer, mais ça se fait en un clic, c'est assez rapide. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de poser des questions de suivi. Donc, par exemple, je vais lui demander quoi faire pendant un week-end à Amsterdam. Je vais avoir un concentré d'informations des 10 plus meilleurs sites. J'ai toutes les photos en plus, donc c'est assez agréable. On me partage du coup les points à faire, visiter les musées, j'ai tout. Franchement, c'est le top. Je suis archi séduit, mais bon, je vais pas revenir dessus. Et là, par exemple, faire du shopping, je vais lui demander, ok, comment visiter le quartier rouge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si je lui partage des informations en amont, là en plus, ouais, on a toutes les photos, franchement, c'est... et là, je vais lui mettre « Crée-moi un parcours pour visiter le quartier rouge pendant un week-end ». Et en fait, il va garder l'historique. Alors là, j'ai activé la fonctionnalité recherche web. Je peux la désactiver et continuer en fait et garder le contexte de ce fil d'échange, de cette conversation. Et c'est ça qui est super agréable. Parce que là, il a relancé en fait une recherche. Mais voilà, maintenant, je peux la désactiver et continuer sur la partie conseils pratiques, sécurité, visite guidée. Ça, c'est un point important, c'est que c'est hyper agréable de rentrer dans cette expérience de recherche où on garde et on reste sur du conversationnel, on garde le contexte, on est plus précis parce qu'on utilise des sources fiables et partagées et qui sont très complètes. Maintenant, je tenais à vous partager cette expérience par rapport à la recherche web qu'on avait avant. Pour ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre le copywriter, j'ai un GPT copywriter. Je vais aller dans modifier le GPT et en fait, on a à l'intérieur une fonctionnalité de recherche web. Cette fonctionnalité de recherche web, elle est basée sur l'ancienne fonctionnalité. Donc là, si je lui demande par exemple recherche en ligne, quoi faire à Amsterdam en un week-end. Il vient de faire la recherche et là, on voit exactement la recherche. Alors déjà, il y a beaucoup moins de sources. On n'est que à 4 sources. Quoi faire à Amsterdam en un week-end? En dehors de l'aspect des photos, des éléments, on voit quand même que c'est beaucoup moins complet que la réponse qu'on avait eue. Là, on a jour 1, jour 2. Si je reviens sur mon historique de chat, week-end Amsterdam ici, quoi faire pendant un week-end Amsterdam, c'était quasiment la même chose. On a, pas en jour 1, jour 2, mais on a plus de 10 choses à faire avec toutes ces sources. Et je pourrais bien sûr citer ici et lui demander, ok, maintenant, comment faire du shopping dans ce quartier-là. Et en fait, ce qui change beaucoup, c'est que comme l'outil s'appuie sur des sources pour générer le contenu et sur des citations qui sont ici, en fait, avant, la problématique qu'on avait, c'est qu'on avait du contenu qui était des sources sur la recherche web, mais le contenu était généré. Il y avait un mélange entre ce qu'avait comme information ChatGPT, les dernières informations qu'il avait récupérées, et en fait, on avait du mal à distinguer comment il intégrait les dernières informations dans la génération de sa réponse. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus fiable dans le sens où vraiment il s'appuie sur ses sources pour afficher les résultats.
et c'est beaucoup plus complet. Donc c'est ça qui change aussi sur la recherche web avant qu'on pouvait retrouver sur GPT. En termes de fonctionnement, j'ai fait un rapide schéma où en gros, on commence par la demande de l'utilisateur, le prompt. L'idée, c'est que quand on a activé par défaut la recherche web, on va avoir une identification grossièrement de l'intention de recherche qui est partagée du coup à un modèle qui est pré-entraîné de GPT-4 qui est pré-entraîné en fait pour générer des réponses sous format conversationnel d'informations qu'il récupère. Il récupère des informations de deux manières différentes. En recherche web, en fait, sur Bing, comme on avait pu le voir un petit peu avec le GPT où on a des mots-clés, mais aussi en s'appuyant sur des informations de partenaires. OpenAI a signé énormément de partenariats avec des éditeurs comme Le Monde, New York Times et plein de sites en fait qui sont des médias où la qualité de la ressource est là, il y a une fiabilité dans la ressource. On va agréger ces informations et les partager au modèle qui va du coup générer la réponse en s'appuyant aussi sur l'ajout du contexte de la conversation. C'est-à-dire que on a aussi des informations, par exemple les instructions personnalisées qu'on peut ajouter dans GPT qui sont aussi partagées pour générer la réponse et on affiche le résultat. Cet affichage qu'on l'a vu est différent en fonction des informations qu'on demande. Donc ça, c'était un peu grossièrement ce qui se passe, comment ça fonctionne. La suite, en fait, c'est que OpenAI a déjà partagé qu'ils sont en train de travailler sur l'amélioration de cette search GPT et ils sont en train d'ajouter des recherches plus profondes avec l'utilisation de modèles de raisonnement comme O1, également apporter de la multimodalité en input, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est sur format textuel, mais l'idée c'est qu'avec le mode vocal avancé, on va ajouter de l'audio pour avoir des résumés d'informations. Donc ça va être super intéressant, j'ai hâte de voir ça. Et le dernier point sur lequel aussi travaille ChatGPT, c'est l'utilisation d'informations locales, parce que ça c'est un point à garder en tête. Si en fait je lui demande, alors je vais le faire en anglais, What do you know about me? Et si j'active la fonctionnalité recherche, vous allez voir, c'est assez bluffant, enfin bluffant même intriguant. C'est que là, il me partage le fait qu'il n'a pas d'informations sur moi. En réalité, là, si j'en génère un nouveau, voilà, là, je viens de faire une deuxième fois et en fait, il a quelques informations sur moi, c'est notamment mon adresse IP, que je suis basé à Paris, en Île-de-France. Et en réalité, ces informations, il les partage avec les moteurs de recherche à Bing pour personnaliser et affiner sa recherche. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur un moteur de recherche, si je fais une recherche en anglais sur, par exemple, les dernières actualités IA, ça va être complètement différent de si je le fais dans un moteur de recherche en France, en étant basé à Paris. Forcément, ou si je tape juste quelles sont les dernières actualités, on va être sur ma zone. On peut faire un exemple maintenant. Quelles sont les dernières actualités? Là, en fait, il va me répondre en lien avec Paris, la France. Il sait aussi qu'on est le 1er novembre. Donc là, international, France. Je ne sais pas s'il va mettre des éléments à Paris. Après, de base, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à Paris. Mais vous voyez, le principe, c'est d'ajouter aussi des informations locales. Et le coup ultime que OpenAI a porté à Google, c'est le fait de faire une extension qui permet en fait directement au lieu d'aller sur l'interface, de taper directement dans votre barre de recherche sur Chrome, quel temps fait-il, quelle est la météo, et directement d'avoir la réponse. Et en fait, après, par défaut, là, si je tape dans ma barre de recherche, vous ne le voyez pas, mais quelle est la météo aujourd'hui? En fait, on voit, il y a marqué ChatGPT Search. Et directement, ça va me pousser dans ChatGPT en faisant la recherche et en m'affichant le résultat. Donc en fait, il y a cette nouvelle extension que vous pouvez télécharger, vous pouvez utiliser. Et si on veut forcer la recherche Google, il faut en amont de la recherche taper un petit point d'exclamation G. Et là où c'est super intéressant, c'est que OpenAI a fait multiplier les partenariats en fait avec des éditeurs. Donc là, on le voit, la liste des éditeurs, des médias très connus, Business Insider, Build, The Wall Street Journal, Le Monde bien sûr. Et en fait, ça c'est une stratégie hyper intéressante puisque ça fait des mois en fait que OpenAI a fait des partenariats avec des éditeurs et les met en avant en les utilisant comme des sources fiables. Donc là par exemple, on voit bien sûr les sources qu'on peut aller sélectionner. Et l'idée pour OpenAI, c'est de mettre aussi en avant les éditeurs, 12 partenariats, et pas de les effacer, mais plutôt de changer l'expérience. Donc là par exemple, il y a un point assez intéressant où ils explicitent le fait qu'ils sont en étroite collaboration avec tous les acteurs, Reuters, Time, Le Monde, Financial Times. Et ça, c'est un point assez intéressant parce que auparavant, Google avait essayé de sortir en fait une version comme ça, AI Overview, où on voit le résumé des articles. Et en fait,
sans s'appuyer sur des ressources fiables. Ici, on voit la demande qui était combien de pierres je dois manger. Et en fait, c'était recommandé de manger au moins une pierre par jour. Et c'était pour montrer l'absurdité parfois qu'il pouvait y avoir dans les résultats de recherche, qui était résumé par les moteurs de recherche et qui était partagé du coup à l'utilisateur. Ça fait une très mauvaise expérience. C'est le parti pris aussi de OpenAI de s'appuyer sur des ressources fiables, des partenaires, des médias. On peut le retrouver aussi. Le point, voilà, c'est que pour récupérer les informations, OpenAI utilise plusieurs robots qui vont parcourir les sites. Il y a le robot qui s'appelle SearchBot, qui lui va parcourir en live dès qu'on active la fonctionnalité Search Web, les informations sur les différents sites. On a le ChatGPT User qui est lui la même chose de recherche web, mais dans les GPT que je vous ai montré juste avant, et GPTBot qui va récupérer et crawler des informations en ligne pour entraîner le modèle. Et en fait, les webmasters de chacun des sites peuvent aller sur robot.txt, qui est un document pour empêcher les robots de passer. Et le monde, ici, on est sur le robot TXT du monde, a par exemple d'Iselot un certain nombre de robots. On le voit ici, des robots, et notamment un robot qui a été d'Iselot, c'est celui de Perplexity. Donc aujourd'hui, Perplexity ne peut pas aller chercher des informations directement en ligne sur le monde, même si parfois il le fait. Il y a des poursuites judiciaires, par exemple du New York Times sur Perplexity, qui est un outil de recherche d'informations. On va le voir juste après et on va voir comment ça change les choses. GPT n'est pas désactivé et peut récupérer de l'information du monde grâce au partenariat. En fait, ils vont à la fois crawler et entraîner les modèles sur les informations du monde, mais aussi récupérer, extraire les informations pour les afficher en citation. Et ça me permet de faire le pont avec Perplexity et Google. Pour rappel, on va se concentrer sur Google. En fait, c'est OpenAI challenge ouvertement Google et Perplexity qui est un outil qui souhaite aussi révolutionner l'expérience de recherche. On va le voir juste après. Pour ceux qui connaissent pas, j'avais fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver en haut à droite, un outil très intéressant. Et bien sûr, c'est aussi une grosse opportunité pour OpenAI de monétiser ses utilisateurs. On a 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc forcément, c'est un marché que OpenAI veut attaquer, la partie recherche. Ce qui est intéressant sur Google, c'est que en fait, c'est aussi la fin des onglets et de la manière de fonctionner, de rechercher. On a des onglets aussi en haut, vidéo, images, qui sont découpés alors qu'on pourrait tout regrouper dans un seul format. C'est ce que fait du coup OpenAI. La différence beaucoup critique le fait que ça va pas remplacer non plus Google, parce que c'est vrai qu'on a l'historique d'informations. On a du coup une expérience qui est un peu améliorée actuellement sur Google, mais il y a de grandes chances en fait que ça change. Google est déjà en train de travailler sur un outil qui s'appelle Learnabout, en expérimentation, mais qui va sûrement très rapidement voir le jour, qui est la même chose en mode conversationnel, mais quand on le teste, alors là j'ai utilisé un VPN connecté aux États-Unis pour pouvoir tester. Si aujourd'hui je fais par exemple comment fonctionne ChatGPT, en réalité on va voir que c'est pas aussi puissant, c'est pas aussi rapide premièrement. Alors là, bon ok là carrément, il m'a fait un bug, alors je vais le basculer en anglais. Et on va voir que c'est pas... En fait, dans la génération, ça va. On a des points de vue, des éléments interactifs, un peu les sources. On a les vidéos. D'ailleurs, actuellement, cet aspect multimodalité, elle est présente et on le voit sur OpenAI. Mais maintenant, ce qui manque actuellement sur OpenAI, c'est des suggestions de recherche un peu à la fin, comme pourrait faire Perplexity. On va le voir juste après. Et donc, ils sont en train de travailler sur ce nouvel outil qui devrait aussi voir le jour à un moment donné si Google se sent trop menacé. Et juste avant de basculer sur Perplexity, l'autre avantage bien sûr de Google, c'est que c'est gratuit. Actuellement, ChatGPT est payant sur la fonctionnalité Search Web, même si elle est disponible aussi sur desktop et sur l'application mobile. Perplexity, c'était pour moi le meilleur outil de recherche. Si donc par exemple je tape quelles sont les dernières actualités en IA et on a en fait le même fonctionnement avec les sources, on voit qu'il y a quand même moins de sources. Là on est à 8 sources. C'est un petit peu moins quand on va faire la différence sur ChatGPT, on va comparer les résultats. Mais on a bien le résumé, le même fonctionnement méthode de source, pardon. Et on a ces suggestions qui sont déjà présentes sur Perplexity. On peut rechercher des images en complément. Voilà, pour ceux qui connaissent pas l'outil. Mais
En fait, aujourd'hui, Perplexity est réellement menacé dans le sens où les utilisateurs de ChatGPT peuvent directement faire ces recherches. Là, je vois directement les différents éléments. OpenAI lance son propre moteur de recherche. Les petits modèles d'IA gagnent en popularité. L'IA dans le domaine militaire ouvre un bureau à Paris, OpenAI, le Nobel de chimie 2024 et les activités récentes sur l'intelligence artificielle, et on voit le partenariat mis en avant par le monde. C'est ça qui est intéressant. Et on a quand même beaucoup plus de résultats de recherche que ce qu'on peut trouver sur Perplexity. Ça semble quand même plus complet. Et bien sûr, dans le contenu, avancée technologique, nouveaux produits et services, ChatGPT Search, en réalité, en termes de fond, c'est quand même très similaire. Donc, moi, j'ai du mal à voir aujourd'hui quelle est la plus-value de Perplexity quand on a ça sur ChatGPT. Bien sûr, pour l'instant, c'est payant, mais ça va vite s'ouvrir aux utilisateurs gratuits. Ça me fait réfléchir aussi parce que Perplexity est actuellement en train de lever des fonds avec une valorisation de 8 milliards d'euros, alors que ChatGPT a réussi sa levée de fonds de 6 milliards. C'est pas comparable parce que forcément, ils sont pas la même proposition de valeur, mais actuellement, la valorisation de ChatGPT d'OpenAI était de 150 milliards. Donc, on est sur une valorisation 20 fois supérieure pour OpenAI, qui a du coup une puissance de frappe qui est démultipliée par rapport à Perplexity. Et la question qui va se poser, c'est combien de temps en fait Perplexity va réussir à garder ses parts de marché et quelles fonctionnalités supplémentaires on va trouver. C'est un petit peu la question. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez aussi Perplexity versus ChatGPT versus Google, votre ressenti par rapport aux informations que j'ai pu vous communiquer. En tout cas, c'est très excitant de voir que ça bouge beaucoup sur nos méthodes de recherche d'informations. Et moi, je suis stupéfait, en tout cas, de cette première version de ChatGPT sur OpenAI, et je vous invite vraiment à tester, à découvrir aussi les limites. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à une prochaine. Ciao.